C'est l'histoire d'un territoire très convoité, d'une guerre entre marins-pêcheurs français et espagnols qui dure depuis 20 ans. Mais le butin a bien failli leur échapper. Et aujourd'hui, il est temps de faire la paix. Le golfe de Gascogne, ça commence de la pointe Finistère en Bretagne et ça va jusqu'au Cap Finistère en Espagne. Alors, la frontière entre la France et l'Espagne, on la voit ici, là, qui remonte tout le long du golfe, qui s'éloigne un petit peu suivant le plateau. L'Espagne a très peu de plateau continental, ça plonge très rapidement. La France a un grand plateau continental. Alors qui dit grand plateau continental dit des grandes zones de pêche, bien sûr. Des pêcheurs verront le fond du golfe, des bateaux de commerce verront l'eau du golfe. Donc on ne verra pas la même chose, bien sûr. On y voit aussi le poisson, on l'imagine, les fonds de sable, les fonds de vase. Et c'est sûr que ça représente des choses différentes pour tous les marins. Pour les marins-pêcheurs qui voient la mer en 3 dimensions, le golfe de Gascogne, c'est avant tout un jardin maritime si poissonneux qu'on aurait pu le croire inépuisable. Mais depuis les années 80, pour cause de surpêche, le golfe de Gascogne est devenu un territoire sous haute surveillance. Politiques, scientifiques, environnementalistes sont penchés à son chevet. Les avis divergent, des intérêts nationaux s'entrechoquent, on s'étripe à Bruxelles, et en bout de chaîne, marins-pêcheurs français et espagnols s'épient, se jalousent. Ce golfe nourricier est devenu le lieu de toutes les rancœurs. Mais ça a toujours été comme ça. Il y a longtemps qu'on s'entend pas avec les Espagnols. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait longtemps. Moi, je me rappelle, mon frangin était mon grand frangin était à bord du Musotis, lui, quand ils se sont fait attaquer. Alors ça devait être en 93, je crois. Je commençais juste à naviguer, je crois. 93 ou 92, je sais même plus. 92, 93, 94. Faut demander ça à Olivier, il était à bord du Musotis, lui, quand ils se sont fait attaquer. C'était après le 14 juillet. Et puis ça faisait 2 ou 3 jours qu'il y a pas mal de bateaux qui se plaignaient que les filets, les Espagnols coupaient leurs filets. Ils se ramenaient, ils grappinaient les filets devant les bateaux et puis ils coupaient, quoi. Soi-disant qu'on pêchait plus qu'eux. Et puis cette année-là, c'est vrai qu'eux, ils avaient du mal à en pêcher à la canne et puis à la traîne, quoi. Mais bon, de là à faire ce qu'ils ont fait, c'est inadmissible, quoi. Ce serait maintenant... ça fait, bah, j'aurais encore plus les jetons, quoi. L'affrontement est violent et se termine par l'abordage de la Gabrielle, un tonnier de l'île-Dieu. Les marins abandonnent le navire en sautant à bord du Tenace, un bateau de la Marine nationale française. Les Espagnols s'en emparent et remorquent la prise de guerre dans le port de Burela, en Galice. L'affaire remonte à Bruxelles et les discussions s'engagent entre les différents états-majors. Saccagé, le bateau est rendu à la France 5 jours plus tard, sans qu'aucune sanction ne les pénalise. Une impunité qui prend racine en 1985 quand l'Espagne est rentrée dans l'Europe. L'Espagne a considéré que la pêche lui était dévolue et qu'elle allait devenir le point fort de son économie, l'élément moteur de sa mise à niveau. Et ils avaient un argument de poids. 700 000 emplois, 100 000 marins et 18 000 bateaux, soit le total des flottes françaises, allemandes et britanniques. On a toujours été en infériorité dans le golfe de Gascogne. Ils ont toujours été beaucoup plus nombreux que nous, les Espagnols. Si nous, on avait des bateaux de 18 mètres dans le golfe, eux autres, ils avaient des 25 ou 30 mètres. Ils ont toujours eu des bateaux de beaucoup plus grands.
Donc, on ne pouvait pas s'y frotter, quoi. Une douzaine de bonhommes sur un bateau de 20-22 mètres, alors que nous, on était à 6, quoi, sur le même bateau. C'est à l'hameçon que les pêcheurs espagnols pêchent traditionnellement le thon. Une technique très sélective, mais qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre, compensée à l'époque par peu de charges sociales, des équipages sous-payés et à terre, une économie familiale bon marché. Eux, ils pêchaient de nuit. Et le jour, on ne trouvait plus rien. Forcément, les gens s'énervent quand il n'y a pas de poisson. Il faut trouver un coupable. Nous, on pêchait rien. Les Français avaient des filets, donc c'était de la faute des Français. Et on en est arrivé à ces extrémités-là. Personne ne le souhaite, mais ça arrive, c'est comme ça. C'est la pêche au filet qui a tout fait exploser. Avec les filets, ils tuaient tout. Les dauphins, les tortues, tous les poissons qui dérivent à la surface, et même les baleines. C'était fait pour le thon, mais ils ramassaient tout. Côté français, c'est au filet maillant dérivant qu'on pêche le thon. L'objet du conflit. Un filet de 2,5 km posé en surface qu'on laisse dériver la nuit, au gré du courant. C'était une technique quand même qui ne demandait pas spécialement beaucoup d'équipage. Les captures étaient quand même assez importantes, il faut dire ce qu'il en est. On a fait des très belles pêches au filet, quoi. On pêchait plus que les Espagnols. Avec beaucoup moins de bateaux, on pêchait autant qu'eux. C'est d'ailleurs Yves Fremer qui a mis au point la pêche au filet maillant. Mais la pression espagnole était trop forte. Et puis il a bien fallu qu'il y en ait un qui cède pour l'autre, quoi. On n'avait pas le choix. Si on avait continué, ça aurait été la guerre entre bateaux français et bateaux espagnols. À Bruxelles, l'Espagne a un allié de poids, Greenpeace, qui sensibilise l'opinion publique en comparant les filets maillants à un mur de la mort pour les dauphins. Le poids des mots, le choc des images. En dépit de l'avis des scientifiques d'Ifremer et d'une certaine mollesse des pouvoirs politiques français, plus intéressés par le soutien espagnol à la politique agricole commune, les Espagnols ont gain de cause et les marins-pêcheurs français perdent la bataille. Je pense que là où ça a coincé, c'était que c'était un métier un peu différent, j'ai failli dire novateur, enfin en tout cas différent de ce que faisaient traditionnellement un certain nombre de gens, y compris des bateaux espagnols, qui avaient l'impression qu'on leur piquait du poisson, qu'on leur piquait leurs ressources. Donc je pense qu'il y a eu peut-être là effectivement un conflit pas sur la ressource, mais plus un conflit sociologique qui s'est greffé en politique après. Et il y a un affrontement franco-espagnol. Et puis la ressource, et notamment les dauphins, ont été stigmatisés pour servir les arguments des uns et d'autres. Moi, je suis persuadé que c'était une connerie d'avoir interdit les filets maillants dérivants. Je pense qu'il y avait vraiment utilisé raisonnablement moyen d'assurer une pêche durable de ces germons, de ces thons blancs, avec ce type d'engin, sans mettre en péril ni la pêcherie espagnole, ni la population de dauphins. Je pense qu'il y avait un bon équilibre à trouver. Bon, on n'a pas eu le temps de le mettre en place ou de le promouvoir suffisamment. Et il y a eu des querelles politiques probablement trop importantes. Dans un premier temps, le nombre de bateaux français est restreint. Et en 2002, l'interdiction définitive des filets sonne le glas de la pêche française au thon blanc, dans le golfe de Gascogne. Là, l'arrêt du filet maillant dérivant, ça a été prohibé, donc j'ai vendu le bateau.
Parce que c'était 45% à 48% du chiffre d'affaires, la pêche au thon. Bon ben, gros choc pour tout le monde, ouais. Pas que pour moi, pour le port de l'Île-Dieu. Ça tuait le port, ça. Après, ils ont commencé à donner du pognon aux matelots, aux armements. La reconversion, ça n'a pas été facile à faire. Donc il y a beaucoup de gars qui se sont barrés. Hein. Les gars, ils ne trouvent plus personne, là, maintenant. Non, c'était le début de la fin, ça. Ça, on n'a plus le droit de le vendre, quoi. C'est un siki, c'est une sorte de siki. Alors, il est vivant, on va le jeter à l'eau, il va repartir. Donc, allez. On vit qu'avec des interdictions. Que des interdictions. C'est sûr, il ne faut pas tout détruire, hein. Mais nous, en tant que marins-pêcheurs, on n'est pas là pour détruire non plus. Parce que la ressource, il faut bien qu'on la protège si on veut pêcher. Tu comprends? Mais ils ne travaillent pas, ils s'occupent pas assez de nous, quoi. Ils prennent des lois. Comme là, on nous accusait de pêcher des dauphins avec les filets maillants dérivants. On a prouvé qu'on a pêché quelques-uns, hein, c'est vrai, c'était des prises accessoires, mais pas comme ils le disaient. Hein. Ça a été un faux problème, ça. D'ailleurs, il n'y a aucun port qui a eu des interdictions comme nous on a eu. Hein. S'il y a les collègues avec l'anchois, là, ils ont chopé une grosse volée eux aussi. Ben, après, c'est les scientifiques. Hein. Et d'interdiction en interdiction, de diminution de quotas en diminution de quotas, le scientifique devient la bête noire des marins-pêcheurs. C'est vrai que souvent, quand on est scientifique, on va protéger le milieu, protéger l'environnement, ça c'est vrai, mais on va protéger les ressources, peut-être un peu trop à l'extrême des fois. Donc du coup, le pêcheur devient toujours celui qui tue le poisson. Bah oui, forcément, c'est vrai, il tue le poisson. Et puis, moi, ayant pas mal navigué avec eux, ayant eu des rapports plutôt simples, puisqu'au départ, moi, j'étais pas un grand chercheur du tout, enfin, j'en suis pas encore un, mais je veux dire, j'étais pas dans les hautes sphères. Et donc j'avais des rapports simples avec eux, j'embarquais avec mon accordéon, donc on avait des rapports qui étaient plus d'homme à homme, quoi. Donc bon, c'est vrai que du coup j'ai essayé d'avoir des contacts qui soient un peu plus constructifs, quoi. Alors les pêcheurs, eux, ils sont en mer toute l'année. Ça c'est le bonheur, ça c'est de l'observation toute l'année. Mais c'est une observation qu'il faut prendre avec des pincettes. Le pêcheur, il va là où ça l'intéresse, où il peut payer son gasoil et payer son équipage. Mais il ne va pas obligatoirement là où on a besoin de faire les observations. Donc, c'est pas seulement une échelle de temps, c'est aussi une échelle d'espace. Nous, on ne ferme rien. Nous, on fait un diagnostic de la population et c'est les politiques qui prennent les décisions. Et heureusement. Et il faut pas que c'est pas à nous de prendre des décisions, c'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est d'avoir la meilleure image possible de la population, de donner des avis, des conseils, mais c'est pas à nous d'interdire. Il faut pas qu'on ait ce rôle-là. L'anchois est chaque année l'objet de toute leur attention. Et pour être écouté, il faut des estimations précises. Les scientifiques espagnols balaient devant leurs portes, les Français devant la leur. Les méthodes ne diffèrent pas énormément et les résultats sont du même ordre de valeur. Là, on va pêcher un quart d'heure environ. Donc on a filé à 40 mètres et puis on va remonter en surface tranquillement, donc ouais, une quinzaine de minutes. Alors là, on va aussi bien pêcher des larves d'anchois que des larves de sardines. On est vraiment au cœur de la période de reproduction de l'anchois. L'anchois, c'est assez emblématique du golfe de Gascogne. C'est une espèce qui a un gros intérêt commercial. Il y a des choses qui nous manquent sur vraiment qu'est-ce qui détermine la croissance et encore plus d'inconnus sur la mortalité. Ça, c'est vraiment un facteur, un paramètre qui nous manque, notamment pour les modèles, c'est qu'est-ce qui va jouer sur la mortalité. Donc il y a forcément une partie mortalité naturelle et il y a la prédation qui va jouer beaucoup. Et ça, c'est très variable d'une année sur l'autre. Et ça, on a beaucoup de mal à la mesurer. Ça va faire 4 ans maintenant. Ça va faire 4 ans que je travaille sur les petites larves d'anchois.
Mais on pourrait travailler toute sa vie sur les larves d'anchois. Puis il y en aura toujours, je suis sûr. Malgré ce qu'on dit. Alors il y a eu des alertes, hein, comme la fermeture en 2005, là, ça a été fermé pendant 3-4 ans. Mais bon là, il semblerait que ce soit revenu. Non, on s'en lasse pas. L'anchois, c'est l'espèce fourrage du golfe de Gascogne. L'espèce qui nourrit beaucoup de monde, et le pêcheur n'est pas le seul prédateur. Loin de là. Si un tiers des captures va à la pêche, un autre tiers compose le menu des cétacés, quand les oiseaux s'occupent du dernier tiers. 13. Ici, dans ce labo, on regarde plus tout ce qui est biologie. Ça, c'est un anchois de taille, on va dire, moyenne. Hop, avec l'ongle, on casse au niveau de la tête. Et quand on a bien cassé, on retrouve les otolithes. Les otolithes, c'est une petite concrétion calcaire, c'est un os en fait qu'il y a dans la tête qu'on peut extirper comme ça très simplement. Et sur lesquels on va lire les stries de croissance comme sur une coupe de branche d'arbre. Tout le monde a vu les coupes de branches d'arbres où on voit des cercles concentriques qui correspondent à la croissance. Pour les otolithes, c'est exactement la même chose. On débarque de la campagne, on sait en gros quel a été le pourcentage d'âge 1, d'âge 2, d'âge 3, d'âge 4, et qui va être super important pour l'évaluation et le calcul final de la biomasse. Alors là, il y a tous les otolithes d'anchois qui sont déjà lus. Donc ça représente tout ça. On voit que cette année, la croissance est déjà bien repartie. Après, ça ne veut pas dire que la croissance va continuer bien comme ça toute l'année. C'est bien parti au printemps. Après, on verra bien ce que donnent les conditions environnementales et le temps qu'il va y avoir cet été. Et ça, personne pour l'instant peut le dire. On ramène là? Bah ouais. On revient pareil. C'est chaud. Ouais. Tenu par les rocs. Si on tourne dans le même sens. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est bon. Ah, c'est beau. Il y a pas mal, il y a quelques larves, il y en a beaucoup moins que cette nuit quand même. C'est toujours le problème d'échappement, les larves arrivent plus à s'échapper devant le filet que pendant la nuit, où elles le voient beaucoup moins venir. Ouais, là il y en a un peu. Donc dans le pilus, c'est le résultat de notre pêche à nous, donc c'est jamais des grands volumes. Donc je mets toute la pêche dans cette petite verrerie. Et je regarde au microscope pour essayer de trouver les œufs et larves de sardines et anchois. Nous sommes rendus à 950 petits échantillons répartis sur l'ensemble du golfe de Gascogne. Et on balaye de la côte vers le large. Donc là, il y a 2 œufs. Des jeunes œufs donc, qui ont été sans doute pondus cette nuit. Et je les mets dans ces petits piluliers et je remplis une fiche. Je reporte le numéro et je note 2 œufs d'anchois. Et on fait ça tous les 3000, c'est-à-dire environ toutes les 18 minutes, pendant un mois.
c'est pas de la science exacte, on va avoir des biomasses avec une marge d'erreur de l'ordre de 20%, 30% les mauvaises années, mais enfin, c'est pas si mal que ça. On ne fait pas une erreur du simple au double. Hein. Donc, si on a une biomasse avec une erreur de l'ordre de 20%, c'est pas mal, on peut continuer à gérer, surtout sur une biomasse comme l'anchois. C'est une biomasse qui, normalement, est autour de 100 000 tonnes. Bon an, mal an, les Espagnols et les Français, ensemble, qui se partagent les quotas ou pas, leur puissance de pêche fait qu'ils ne peuvent pas empêcher beaucoup plus de 30 000 tonnes. Voilà. 30 000 tonnes sur une biomasse de 100 000 tonnes qui se reproduit tous les ans, ça pose pas de problème. C'est une biomasse qu'on peut exploiter comme il faut. Par contre, le jour où on constate qu'il n'y a pas de recrutement, alors là, il faut arrêter. En 2005, les conclusions des scientifiques françaises et espagnols sont les mêmes. Le stock d'anchois est dans un état critique. Et en juin, Bruxelles interdit la pêche à l'anchois dans le golfe de Gascogne au moment même où la France entre en campagne. Les marins pêcheurs espagnols applaudissent. Ayant eux-mêmes bouclé leur saison, ils font le pari que la pêche française ne résistera pas et qu'à la réouverture, ils seront les seuls à occuper le terrain. Mauvaise pioche. Personne n'avait prévu un arrêt si long. Et à la fin, les dégâts ont été les mêmes des deux côtés des Pyrénées. Un soir, on était en train de manger, on s'est passé à la radio par les journaux télévisés espagnols. On l'a appris comme ça. Que ça allait fermer l'anchois dans 8-15 jours. Ça allait fermer. Personne ne pensait que ça allait être fermé pendant 5 ans. Ils ont fermé l'anchois pour une entreprise comme des bateaux qu'on avait, enfin pour les bateaux de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou à la Turballe, c'est 70% du chiffre d'affaires en moins. Alors quand on enlève ça à une entreprise même à terre, elle ne se redresse pas. C'est pas vrai. Mes 2 bateaux ont été détruits. Ils ont été cassés au sable. C'est dur à vivre. Parce que quand on perd un bateau, on va dire c'est une vie. C'est une vie, ça fait vivre des gens, c'est une vie, hein, un bateau. Hein. J'ai failli péter les plombs, on va dire. J'ai resté chez moi pendant 3 mois sans rien faire, à manger, on va dire, pas beaucoup, et à regarder la télé toute la journée. Si Jean-François n'était pas venu me chercher chez moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. On a passé une année merdique, nous, hein, avec des pannes du bateau et compagnie, les contraintes, les quotas et puis tout ça. Et il y a des gars, malheureusement, en travaillant, on va dire, 7 jours sur 7 pour les en mer, sont rendus s'inscrire au RSA. C'est quand même malheureux pour le métier qu'on fait, travailler comme on fait, pour s'inscrire au RSA. Il faut le faire. Je n'aurais jamais cru ça de ma vie, moi. Et on m'a poussé y aller. Et t'as le droit, vas-y. J'ai été. Et est-ce qu'on gagne Si, j'ai gagné, je vais vous dire, première paye, c'était 1 000 € pour 3 mois. Alors, ce que j'ai gagné. Nous, on aura du mal à s'en sortir. Je ne sais pas si on s'en sortira, mais on aura du mal. Et vous vous accrochez quand même. Oui, oui, parce qu'on aime notre métier. On a été élevés là-dedans. C'est notre métier. Jérémy Simon ou Jérémy Simon de Thalassa? Ah, t'es Bardin, Erwan? Salut Jean-François, comment ça va?
Ça va, Erwan. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Bon, on cherche d'anchois et puis on les pose partout et puis il faut moyen d'en trouver un. Ah, dans le coin là, c'est pas dans le coin qu'il y a le plus là. Est-ce que vous avez été chercher un peu plus nord là? Parce que nous on avait trouvé bien au-delà bien au nord du fer à cheval, sur le talus. On va essayer de vous chercher, on verra bien. Un peu plus large, puis on verra bien si tu as trouvé du petit puis à terre. On va essayer de chercher un peu plus gros. On aurait aimé ne jamais avoir à recommander une fermeture de la pêche, ça c'est sûr. Après, c'était peut-être nécessaire pour reconstituer le stock. Mais c'est clair qu'on est très conscient que ça a fait beaucoup de mal, cette fermeture, mais tout le monde était d'accord pour dire qu'il n'y en avait plus assez. Il faut préciser aussi que, contrairement à ce qui a été lu dans la presse plusieurs fois, ça n'a pas été dû à une surpêche. Il y a d'autres stocks de poissons qui se portent pas bien parce qu'il y a surpêche. L'anchois, c'était pas ça. L'anchois, c'était un très mauvais recrutement. On était passé en dessous de la biomasse limite. Donc, c'est-à-dire biomasse limite, c'est-à-dire qu'en gros, c'est tellement bas qu'on n'est pas sûr que le stock puisse se reconstituer de lui-même. Les pêcheurs l'ont compris aussi parce que ils ont vu d'eux-mêmes qu'il y avait plus grand-chose. On a fait des réunions, on leur a montré les bancs de sondeurs. Et ils étaient d'accord pour dire qu'il y avait vraiment plus grand-chose. Après, effectivement, on aurait bien aimé que ça revienne nettement plus vite. Là, ça a été rouvert, la pêche à l'anchois a été rouverte l'année dernière. Ça a été long. La Turballe, l'autre port anchoitier français, a souffert comme Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais a mieux résisté. Des équipages plus jeunes, des bateaux plus polyvalents, une détermination commune, va savoir. Tout joue à la pêche. J'étais pas forcément pour la fermeture de l'anchois, bien sûr, comme la plupart des marins-pêcheurs qui pratiquaient cette pêche, puisque c'est mon économie à moi, c'est mon entreprise. J'ai quand même des marins qui sont à bord, donc on a connu des difficultés. Et j'avais un a priori, je peux le dire devant Jacques, sur les scientifiques, et c'est humain. C'est humain parce qu'il nous bloquait dans nos démarches pour vivre finalement, parce que nous on a besoin de pêcher pour vivre. Peut-être que nous aussi, on était un peu déformés à ce niveau-là, en croyant que les pêcheurs ils mentaient tout le temps et ils nous racontent que des bourdes. En fait, là on est ensemble. C'est vrai que tout ce travail qu'on a fait là sur l'anchois, on pêchait côte à côte, donc ils ne pouvaient pas inventer n'importe quoi. Ce qu'ils pêchaient, ils ne pouvaient pas l'inventer. C'était clair, c'était de l'anchois, c'était de la sardine. On pouvait discuter ensemble des échos qu'on voyait ensemble. Je crois qu'il y a eu une confiance mutuelle aussi. Il s'est créé une confiance. Quand on rentrait de mer avec nos résultats, les pêcheurs ne pouvaient pas nier les résultats, puisqu'ils les avaient observés en même temps que nous. Et d'un autre côté, nous, on apprend beaucoup, parce que nous, on n'y va qu'une fois par an en mer. Donc, quand on voit des échos, on compare par rapport à ce qu'on a vu les autres années, à la même saison, sur le même bateau. Là, on a les avis des pêcheurs. Oui, on a eu des avis divergents, c'est clair, mais je pense qu'à la fin, ça a quand même concordé avec quelque chose de positif. Ça nous remet en question aussi, si tu veux. Ça nous oblige à revoir nos données avec plus de précision.